Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission, la 7e déjà, sur les 5 astuces pour transformer les élèves durant une leçon de PS. J'accueille aujourd'hui un invité de marque, connu et reconnu dans le milieu de l'EPS. Il est professeur agrégé d'EPS honoraire. Il a été international en athlétisme sur le 400 mètres, le décathlon et le saut en hauteur. Il a écrit et coécrit plusieurs ouvrages sur la préparation physique notamment et l'athlétisme également. Bref, une carrière bien remplie et très fournie. Vous l'avez reconnu et vous avez deviné, il s'agit de Michel Pradet. Alors, un grand merci à toi, Michel, d'avoir accepté cette interview et de partager ton expérience. D'autant plus que j'ai appris que tu ne faisais plus beaucoup d'interventions dans le cadre de l'EPS. Donc, j'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Tout à fait normal. Alors, Mais on écoute, va… c'est moi qui suis honoré d'intéresser peut-être encore certains des collègues. Sans aucun doute. On démarre tout de suite l'interview avec une première question pour que même si la profession te connaît avec tes nombreuses interventions, est-ce que tu pourrais retracer brièvement cette carrière professionnelle qui a été très riche, comme je le disais, notamment combien d'années tu as passé en tant que prof de PS en établissement, etc. Retracer ton parcours. Bien, bon, écoute, je vais essayer d'aller très rapidement. Moi, je me suis appuyé sur une pratique sportive d'athlète de haut niveau qui m'a permis bon, j'ai été très sport international en athlétisme, mais ça m'a permis d'intégrer comme étudiant à l'INSEP, où venait d'être créée une section dite spéciale d'athlètes de haut niveau, et ce qui m'a permis de préparer le CAPES que j'ai obtenu en 74. Donc, j'ai immédiatement été nommé comme prof de PS au lycée Turgot, où je suis resté 4 ans, où là, j'ai fait de l'enseignement, j'allais dire, du vrai enseignement face à des élèves. Et ensuite, j'ai assez vite intégré le cadre de la formation. Donc, à l'INSEP, j'ai été responsable un peu de la formation des athlètes de haut niveau, mais cette fois-ci en tant que formateur, et qui préparait le CAPES. Donc, dans ce milieu-là, je continuais bien, j'estime que j'ai continué à faire de l'enseignement, même si parallèlement, je poursuivais un travail d'entraîneur, tout simplement, avec les athlètes que j'avais la chance de former, d'avoir aussi en formation. Ça a été très, très riche. J'ai eu l'agrégation en 84. J'ai fait partie des premiers qui se sont lancés sur la formation de l'agrégation. Et au bout de quelques années, de nombreuses années, dès 94, j'ai été intégré, j'ai demandé ma mutation pour être intégré comme prof à l'UFR de Montpellier, où je suis resté jusqu'à mon départ à la retraite en 2011, ma retraite d'enseignant. Ensuite, j'ai continué dans le milieu de l'entraînement et le simple constat que je peux faire, c'est que voilà, cette double casquette d'entraîneur et d'enseignant m'a, je pense, considérablement enrichi, et c'était pas Dr Jekyll et Mr Hyde. Je pense que je me suis enrichi de l'un de l'autre tout le temps. Alors, Voilà. comme tu disais, double casquette, milieu fédéral, je complète un petit peu, parce que j'ai fait aussi des recherches sur toi, sur ton CV. Tu as aussi le brevet d'État niveau 3 en athlétisme, c'est bien ça? Oui, je suis bien 3 en athlétisme, oui. Et tu as été responsable aussi de la préparation physique à la Fédération française de golf, ça pour le milieu fédéral. Et, Voilà, j'ai terminé ma carrière là. d'accord. Et au niveau donc EPS, tu as été aussi de nombreuses fois jury de concours sur le CAPEPS, l'agrégation, et tu as fait aussi de nombreuses interventions, notamment dans le cadre de la EPS, sur la préparation physique, la musculation, etc. Oui, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une complémentarité très grande entre les deux secteurs, qui n'est pas une similitude d'ailleurs entre les deux secteurs, mais qu'on avait tout intérêt à bien connaître les deux facettes de notre, j'allais dire, de ces métiers, pour aller piquer des idées dans l'un et l'autre des camps. Parce que c'est peut-être deux camps qui sont un peu opposés en ce moment.
Voilà. C'est clair, regrette. on va y revenir. Alors, merci pour ta présentation. On attaque maintenant avec le cœur de l'interview. Est-ce que tu pourrais nous dire, avec ta grande expérience et ta double casquette aussi notamment, quelles seraient tes 5 astuces à toi pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS? Alors, 5 astuces, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je pense que ces 5 astuces, elles sont toujours orientées autour d'un élément qui me semble incontournable, c'est réussir à faire adhérer les élèves à leur pratique et pour créer les conditions de leur motivation. Les élèves motivés, c'est des élèves qui s'investissent, c'est des élèves qui pratiquent, c'est des élèves qui progressent. Donc déjà, première des astuces, c'est être à l'écoute de leurs attentes. On a toujours tendance à dire qu'on part des représentations des élèves, mais dans la réalité, je m'aperçois qu'on n'en part pas souvent. On part souvent de la représentation des enseignants, et c'est pas toujours très efficace. Donc, par exemple, un des éléments qu'ils aiment bien, c'est mettre en place des systèmes d'équipe. C'est-à-dire, quelles que soient les activités qu'on leur fait pratiquer, j'allais dire associer les résultats de chaque membre des équipes qui ont été constituées. Donc, je ne parle pas de travail de sport co, je parle de travail d'équipe à l'intérieur des classes. Et il faudrait essayer de garder cet élément-là, qui est quelque chose qui a toujours tendance à les motiver, quoi. Chacun s'entend et qu'il participe à la réussite de son équipe. Donc, même dans les activités individuelles. Moi, c'est vrai que Alors, dans les activités individuelles ou pas dans les activités individuelles. C'est-à-dire que, oui, bien sûr. Par exemple, dans une classe, au départ, moi, j'avais tendance à constituer des équipes, alors basées sur des sociogrammes de Wells ou des choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui s'acceptent, et j'allais dire, qui peuvent aussi mesurer ce que ce groupe-là fait comme progrès. D'ailleurs, qu'on pourrait évaluer d'ailleurs facilement, et ce sera peut-être cette deuxième astuce, c'est-à-dire c'est les faire collaborer au système d'évaluation. Un système d'évaluation qu'on concevrait ensemble, bien sûr un peu avec de la maïotique, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui proposerait certaines choses, mais qui aménagerait un petit peu le système d'évaluation, qu'on proposerait au début, qui ensuite ne serait plus jamais modifié. Ça, c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire que j'ai trop vu des systèmes d'évaluation qui étaient annoncés au départ et qui changeaient en cours de route. Et ça, les élèves, quelque part, même si des fois ils essaient de négocier, ils ont du mal à l'admettre. Donc ça, ce serait le deuxième élément. Et comment tu les faisais participer, toi, concrètement, à la création Par exemple, de ces systèmes d'évaluation? déjà, je leur proposais des systèmes. Souvent, c'était des systèmes nomogrammiques dans lesquels il y avait, j'allais dire, d'un côté, de la performance, mais alors une performance qui peut être totalement didactisée, mais de la performance quantifiée. Et de l'autre côté, il y avait, je veux dire, des éléments de progrès, ou etc. Enfin, bon, des nomogrammes, quoi. Enfin, le système nomogrammique. Ça les intéressait parce qu'en plus, si tu veux, ils pouvaient choisir d'entrée s'ils préféraient qu'on valorise plus la performance ou plus le progrès ou la maîtrise. Mais dans tous les cas, des systèmes qui sont clairement quantifié, pas oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est un outil qui leur permettait de savoir s'ils avaient réussi ou pas réussi. Ouais, donc, un référentiel vraiment fonctionnel avec des critères, oui, quantitatifs et pas forcément toujours des qualitatifs. critères quantitatifs, même si ces critères quantitatifs ne font que révéler de la maîtrise. Oui, oui. Tu vois, par exemple, sur un nomogramme de triple saut, je dis n'importe quoi, d'un côté, il y a la perf réalisée, puis de l'autre côté, il y a alors peut-être la régularité des sauts, et ça peut se quantifier. Tous les éléments de maîtrise, en recherchant un peu, peuvent se quantifier. Une fois qu'on aurait proposé ça aux élèves, qu'ils auraient fait leur choix, par exemple, sur l'impact de l'un ou de l'autre, eh bien, on ne change plus rien, et à eux de s'organiser pour essayer justement d'utiliser au mieux ce système d'évaluation.
Et du coup, tu as aussi un référentiel explicite pour l'élève. Dès qu'il a terminé sa prestation, il peut avoir accès directement à sa note avec ce système-là. Et pas une note finalement qui pourrait tomber du ciel à la fin du cycle selon ou du l'avis de module. l'enseignant. Et bon, et le progrès, par exemple, ou la participation et le progrès, c'est des choses que j'estime être inclus dans la compréhension du système d'évaluation et pas en rajouter, quoi, parce que alors, ça fait certainement peut-être un peu trop rigoureux, mais à bien ramasser le matériel ou même sur le progrès, quoi. Je veux dire, si on a déjà un niveau de physique très élevé, c'est beaucoup plus difficile de progresser que si on est à la rue. Donc, si tu veux, des fois, les systèmes de participation au progrès, ils conduisent à des incompréhensions. Voilà. Donc, à des systèmes quantitatifs, simples, négociés et duquel qu'on ne change plus en cours de formation. Et explicite, comme ça, les élèves peuvent se repérer facilement aussi dans ce complètement, et même d'ailleurs à la limite sans intervention de l'enseignant. Exactement. Une fois que c'est fait, eux, ils peuvent comprendre et éventuellement donc réajuster leur engagement par rapport à leur réussite ou leur non-réussite. C'est clair. Très bien. Et ce, en permanence. On peut passer à la troisième. Alors, la troisième, ce serait d'organiser, j'allais dire, les séances et de vérifier si celles-ci sont constituées d'au moins un tiers du temps de la motricité. Moi, lorsque j'ai eu des formations à faire avec les étudiants, qu'on allait voir des collègues, alors avec toutes les excuses du monde, c'est difficile de gérer une classe, les élèves ne sont pas tous pareils, mais quand on voit qu'il y a 5, 6, 7 minutes de temps de motricité réelle sur une séance, c'est pas possible. Il faut l'organiser différemment pour que le temps de motricité soit plus important. Donc, je pense que la moitié du temps en motricité, c'est important. Plutôt la moitié. Tu as dit un tiers au début. Je me suis dit, plutôt la moitié. Non, moi, pour moi, il faudrait qu'il y ait la moitié de motricité. C'est vrai que les études, les études passées, un peu plus actuelles aussi, montrent qu'on est plutôt sur un tiers du temps de la leçon et pas trop sur la moitié. Alors, c'est vrai qu'il faudrait réussir à tendre vers la moitié. J'enregistre et ne discute pas. Alors, peut-être que la réalité, maintenant, du milieu scolaire est peut-être un petit peu différente, mais je crois qu'on a quand même un peu perdu de vue que, je veux dire, notre action de formation des élèves, elle passe avant tout par le corps et la motricité. Donc, pourquoi on en a honte, quoi. Moi, je veux bien qu'on remplisse des fiches en permanence et des choses comme ça, mais ça mange sur le temps de la motricité. Et alors après, il ne faut pas s'étonner que si on a des doutes par rapport au développement des ressources motrices des élèves, quoi. Oui. Moi, il y a une fois maintenant, je serais plus sanctionné pour des idées comme ça. Donc. Non, tu peux y aller. Vraiment, ça me semble tellement essentiel et notre discipline, elle pourrait être tellement porteuse à ce niveau-là que il ne faut pas qu'on essaye de faire comme les autres disciplines d'enseignement. On est particulier et c'est notre noblesse, quoi. Donc, voilà. Alors, ce que tu es en train de dire, là, ça me rappelle une de tes interventions. J'avais suivi ça en visio aussi, une de tes conférences, je ne sais plus où c'était exactement, et où tu avais parlé que tu avais fait dans un établissement scolaire des mesures de fréquence cardiaque chez les élèves et qu'à un moment donné, les fréquences cardiaques pouvaient être supérieures en mathématiques ou en français. Quand le prof les interrogeait, il y avait un pic de fréquence cardiaque. Et cette fréquence cardiaque était supérieure à celle des cours de PS. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Des fois, et c'est pas une critique des collègues, mais on nous inculque, et moi-même, je l'ai vécu. Alors, il y a eu une période où il fallait pas que les élèves, parce qu'il y a eu quelques recherches scientifiques qui avaient été faites, il fallait pas que les élèves, pour faire de l'endurance, dépassent 120 pulsations. Mais les recherches, elles avaient été faites sur nous quand on était en équipe de France. On battait à 45 au repos, 120, ça représente quelque chose. Et quand on est une petite fille de 6e et qu'on a une fréquence cardiaque de base qui est déjà autour de 100, 120, tu l'as fait lever. Et donc, j'ai passé, moi, 2 ou 3 ans
à dire aux élèves moins vite, moins vite, moins vite, quoi. Donc, après, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, quoi. Quand on les lâchait en cours de récréation, ils avaient plus d'impact moteur que pendant la séance d'endurance, quoi. Ce qui n'est pas normal, quoi. Bon, voilà, c'était des illustrations juste peut-être pour marquer un petit peu, mais c'est réel, ça avait été enregistré que les fréquences cardiaques dans une séance de contrôle en mathématiques étaient plus importantes que dans une séance lambda de ce type d'endurance. Alors peut-être que j'espère que ça a bien changé maintenant, mais voilà. Oui, en tout cas, ça interpelle. C'est sûr que c'est ce genre de… Ça interpelle, Oui. ça interpelle. C'est-à-dire notre impact moteur, il est trop faible. Il est trop faible. On nous a trop culpabilisés en disant attention, la santé des élèves. Ben, la santé des élèves, justement, ce serait peut-être de les faire sortir un peu de leurs limites de temps en temps et pas d'entériner la médiocrité, quoi. Donc, oui. Surtout avec le puis c'est pas contexte actuel. enthousiasmant pour Hein. les élèves. C'est pas Oui. enthousiasmant pour les élèves. Avec le contexte actuel du confinement, etc., avec des élèves qui ont pris 3-4 kilos parfois en quelques semaines hein, avec le confinement. C'est aussi important là, de vraiment consacrer une grande partie de la leçon à la motricité. Tu as complètement raison. En ce moment, c'est encore plus criant, mais je pense qu'on est quand même dans une société où on va vers de la sédentarité et que bah, justement, ce serait à nous de lutter contre ça. Ce serait peut-être notre premier objectif. Très bien, on peut passer à la suivante. Alors, moi, j'aurais eu tendance, mais encore une fois, bon, peu importe si on me targue d'un fan sportif, mais moi, j'aurais cherché à établir des liens entre les classes, par exemple, les élèves que j'ai en classe et pour la pratique de l'AS. Voire même avec des liens, chercher à établir des liens, voire même avec les clubs locaux, dans lesquels d'ailleurs les profs de PS pourraient peut-être s'investir davantage. Moi, j'ai été prof de PS à une époque où quasiment tous les enseignants de PS, ils étaient investis dans les clubs du village ou de la région, et c'est de moins en moins le cas. Toujours cette fameuse fracture entre le monde du sport éducatif, parce que là, on ne parle pas de sport de haut niveau, on parle du sport éducatif. Et alors déjà, à commencer par l'AS, et pourquoi l'AS serait pas un des éléments, j'allais dire, dans lesquels on pourrait presque intégrer dans l'évaluation? Pourquoi pas, même si ce n'est pas obligatoirement la solution, mais au moins établir des liens avec l'AS et établir des liens avec les clubs locaux, quoi. Bon, voilà, je le pense, donc je le dis. Tu as raison. Les sanctions seront assez légères pour moi, de toute façon. Le message est passé. Tu peux passer à la dernière. Et puis, il y a un élément qui me semble vraiment très, très important, et qui pourrait lutter contre cette tendance à donner l'impression que les cours ne sont pas préparés à l'avance et qu'on fait un peu d'ajustement en permanence, ce serait de fournir à l'avance, dès la première séance, l'enchaînement des objectifs, l'enchaînement des séances qu'on va faire, et même aller plus loin, c'est-à-dire prendre le risque de leur dire, voilà, si on procède comme ça, voilà les transformations qu'on va observer, voilà les progrès que vous pouvez faire, etc. On ne prend pas de gros risques, hein, parce que quand on part d'un niveau extrêmement faible, faire progresser quelqu'un, même en très très peu de temps, c'est pas difficile. Donc on pourrait très bien leur dire, voilà, dans la première séance, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et puis, j'allais dire, proposer vraiment un cycle clé en main qui leur montre que il y a une logique derrière, quoi. Et si tu veux, peut-être même aussi et bien entendu leur donner le système d'évaluation dès le départ, enfin, ou après cette première séance qui est une séance de négociation. Oui, c'est vrai, je pense que tu fais bien de le souligner, hein. C'est important pour les élèves, je pense, d'avoir ça en tête, vraiment, ce qui va être travaillé. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, quand les compétences attendues sont sorties dans les programmes, je la présentais aux élèves tout de suite en première leçon. Alors, bien souvent, je la simplifiais avec des termes pour qu'ils la comprennent bien, mais je leur présentais, ça leur donnait aussi une idée vraiment de ce qu'on allait faire pendant tout le cycle.
Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est au début de chaque leçon, alors leur présenter pareil en une phrase, hein, mais très simple, un objectif au niveau de la motricité et un objectif éducatif. Là, si je prends l'exemple en tennis de table, sur la première leçon, mon objectif au niveau de la motricité serait être capable de renvoyer la balle en coup droit en la frappant sur le côté. Parce que les élèves ont tendance à jouer devant eux avec cet alignement. Et donc, mon objectif au niveau de la motricité sur cette première leçon, là, c'est vraiment de casser ça, d'être capable de simplement renvoyer sur la première leçon, mais en frappant déjà la balle sur le côté. Et mon objectif éducatif, ce serait compter sans tricher, parce que je mets, comme tu disais tout à l'heure, des systèmes d'équipe en place, même si c'est une activité plutôt individuelle, tennis de table, mais je mets aussi des systèmes d'équipe et avec des systèmes de comptage, etc. Donc, mon objectif là plus éducatif, c'est d'être capable de compter sans tricher. Donc, je note ces 2 phrases au tableau pour que les élèves l'aient bien en tête sur ce qu'on va faire durant la leçon. Là, tu donnes une illustration très concrète de ce que je pense absolument. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être guidés, de savoir où on va et ce qu'il faut faire. Parce qu'à la limite, si tu ne connais pas l'objectif, quand tu ne sais pas où tu veux aller, comment tu peux définir l'itinéraire, quoi. C'est la même chose. Si tu sais exactement ce qui t'attend, voir sur quoi tu vas être évalué, j'allais dire, tu organises ta motricité pour répondre à cet objectif. Mais des fois, l'objectif, il est tellement flou ou inexistant que, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, à ce moment-là, il y a même à ce moment-là des problèmes de discipline qu'on pourrait résoudre, ne serait-ce que par cet élément-là. Et bon, parfois, parce que ce n'est pas très clair aussi dans la tête du collègue, et ce n'est pas évident en EPS. On a parfois une quinzaine, une vingtaine d'APSA à enseigner. Et on ne peut pas non plus maîtriser malheureusement toutes les activités. Et sur certaines activités, je pense que ce n'est pas très clair non plus dans la tête de l'enseignant. Donc, c'est pour ça qu'on navigue un petit peu à vue, je pense, comme tu le disais. Et ce n'est pas forcément très clair non plus pour les élèves à ce moment-là. De toute manière, on reviendra peut-être un peu sur cette question-là, mais c'est vrai que déjà la connaissance des APSA, elle me semble importante et peut-être de plus en plus négligée dans les formations STAPS. Mais justement, connaître une APSA, c'est surtout pas après c'est pouvoir choisir parmi les objectifs qui sont atteignables, intéressants. C'est-à-dire que on n'a pas tout travaillé de toute façon. En milieu scolaire, c'est plus faire sentir aux gens, j'allais dire, les stratégies qu'il faut faire pour obtenir tel ou tel résultat. Et une fois qu'on a compris cette logique-là, après, libre à nous, en milieu hors scolaire, d'approfondir ça ou d'aller vers ça, plutôt que de vouloir saupoudrer. Pierre Parlebas, à une époque, parlait de l'EPS en miettes. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est sur une EPS en poudre, on veut tout faire. On veut tout faire et résultat, on n'a pas le temps de tout faire. Alors après, on se plaint qu'on n'a pas d'horaire, mais c'est vrai, on n'a pas suffisamment d'horaire. Mais le problème, c'est que au moins, si ces horaires, on les consacrait à des objectifs très identifiés et bien réfléchis par rapport à des APSA qu'on maîtriserait peut-être mieux, je pense que ce serait plus facile. Et pour ça, il faudrait que les programmes guident davantage les enseignants. Mais bref, ça, c'est ma conception personnelle. Mais ça, encore une fois, j'ai toujours milité pour ça. Moi, je ne suis pas plus critique que ça au niveau des enseignants, surtout pas. Mais je pense qu'on les a beaucoup culpabilisés, on leur a donné des surcharges d'objectifs à atteindre, en oubliant que c'est peut-être tout simplement en donnant des exemples au travers d'activités de type varié qu'ils pourraient après être capables de construire leur vie physique. Parce que notre but, c'est bien qu'ils soient capables après de maîtriser leur vie physique. Si on ne leur donne pas certains éléments, on a des déviances qui sont extrêmement importantes. Des gens qui vont dans des salles de musculation, qui ne savent pas lever une barre, qui se font plus mal que de bien, des gens qui connaissent pas leur niveau et qui se lancent dans des trucs absolument aberrants sur des trails ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, exact. Ce genre d'éléments-là. Oui, donc, se centrer sur quelques objectifs bien ciblés voilà, bien identifiés, adaptés au niveau et à l'évolution des élèves, à leur ontogénèse, et puis voilà, bien se mettre d'accord là-dessus. Les programmes pourraient peut-être aider d'ailleurs.
Exactement. Alors, si je résume tes 5 astuces, hein, l'idée générale, c'était vraiment d'essayer de faire adhérer les élèves et de créer les conditions de leur motivation. Et pour ça, tu nous as proposé alors 5 astuces avec ton expérience. La première, c'était créer des systèmes d'équipe. Ensuite, faire participer les élèves à la création des systèmes d'évaluation. La troisième était de s'assurer que au moins la moitié du temps soit consacré à transformer la motricité des élèves. Ensuite, tu as insisté sur le fait de motiver les élèves pour venir à la S. Et ensuite, on a terminé sur donner des repères aux élèves sur les transformations visées à chaque leçon. Est-ce que Tout à ça… fait. Oui. Fort bien résumé. Mieux que je l'aurais fait. Je te remercie, Michel. Alors, on enchaîne. Est-ce que tu aurais des ressources particulières à recommander aux collègues ou aux futurs collègues qui nous regardent aujourd'hui pour les aider dans leur pratique quotidienne, dans leur leçon de PS au quotidien? Alors, c'est toujours difficile de donner des exemples, des choses comme ça, mais je pense que il y a, pour avoir, maintenant que j'ai du temps libre, je me replonge un peu dans la littérature professionnelle et je m'aperçois que, alors même si je ne suis pas du tout performant en informatique, mais sur les sites internet, des fois, on voit des trésors de séances ou d'exercices qui sont élaborés par des collègues qui font part d'une expérimentation. Les profs de PS sont très imaginatifs et inventifs, hein, pour ça, c'est vrai que… Mais bien sûr, et des fois, parfaitement, j'allais dire, justifiés par rapport aux fondamentaux d'une APS, par exemple. Hein. Encore une fois, toujours, on revient sur ça. Quand on ne connaît pas bien une APS, on a tendance à se focaliser sur des points qui paraissent être les points centraux, mais par exemple, je sais pas, on s'étonne, on dit ah oui, mais le gamin il démarre plus vite quand il va plus vite quand il démarre debout que quand il démarre en start. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est même pour ça que j'allais dire le départ en start, c'est pas une pratique, c'est pas une pratique de vitesse qui est intéressante en milieu scolaire, par exemple. Ou alors, c'est parce qu'on est centré sur une forme d'adresse, pas sur l'efficacité. Enfin, je sais pas, je donne cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit où les gamins lancent plus loin avec élan que sans élan. Oui, bien sûr, parce que l'élan, pour la plupart, c'est une source de déséquilibre, donc ils peuvent plus propulser, quoi. Bon, etc. Alors, je sais pas si je dépasse le cadre de ta question là, mais donc, ça serait pour toi des articles, par exemple, très concrets dans la revue EPS, par exemple, des ressources que tu… Oui, des articles du style, par exemple, je sais pas, faire des courses à handicap sur des courses de vitesse, par exemple. Pourquoi pas faire une prise de performance. Il y a un de mes anciens collègues élèves qui a fait qui propose justement des courses à handicap en vitesse. C'est-à-dire qu'il prend les perfs et puis ensuite il calcule ce que ça représente comme différence sur le métrique et puis il fait courir les gens avec le handicap le plus faible devant, mais à la distance, j'allais dire, où il peut jouer la victoire avec le plus fort parce que justement ça a été correctement. Ça, c'est des choses géniales. C'est des choses géniales. Ou une transformation si on veut être axé sur autre chose. Encore une fois, la connaissance des APS, je m'excuse, je prends un peu de temps, mais jusqu'en les 5 ou 6 premiers Jeux Olympiques, le champion olympique du javelot, c'était celui qui lançait le plus loin, bras droit, bras gauche. C'était la pratique sociale de référence. Pourquoi en milieu scolaire, on n'essaierait pas de faire ça ou pourquoi on n'essaierait pas de faire ça alors que nous, on veut toucher la motricité. C'est ça, c'est la transformation des pratiques sociales pour qu'elles soient de plus en plus éducatives et adaptées aux possibilités des élèves, quoi. Et ça, il y en a plein des propositions comme ça. Bon, je me permets aussi de rajouter, hein, peut-être que tu n'oses pas le dire, mais tu as été filmé de nombreuses fois dans le cadre de tes interventions à la EPS et tu as fait plusieurs conférences, des ateliers de pratique aussi. C'est vrai qu'elles sont disponibles en ligne et elles donnent aussi beaucoup d'informations et d'éléments pour les collègues. Moi, je me souviens particulièrement de celle de Nancy, hein, où on t'avait invité.
tu es venu et effectivement, on a développé nos ressources. Le jour-là, je m'en souviens très bien parce que le soir, j'ai même eu une petite montée de fièvre, tellement tu nous avais fait pousser la machine. Donc, ce week-end-là reste inoubliable pour moi. Oui, parce que ça met en évidence surtout que, contrairement à ce qu'on essaye de nous inculquer, alors peut-être en UFR SAP, c'est que le développement des ressources, il est relativement facile, quoi. On dit on peut pas en EPS développer les ressources des élèves, mais par contre on peut en club. Mais quand on regarde le sport, non, je ne parle pas du sport de haut niveau, le sport en club, les gamins, qu'est-ce qu'ils font comme volume horaire en club, Ouais, ils un s'entraînent entraînement le une mercredi, fois, ouais, c'est éventuellement ça. un match le samedi quand ils Ouais. ne sont pas sur la banquette, quoi. Mm. Donc, ils n'en font pas plus que nous, on pourrait leur en proposer. Et Ouais. même moins s'ils venaient à l'AS. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as un outil pédagogique ou plusieurs à conseiller pour aider les collègues aussi dans leur cours de PS? Alors, au-delà de ce que je viens de dire sur la capacité à éventuellement transformer pour adapter les pratiques sportives, les APS, au niveau des élèves, je pense qu'un enseignant de PS qui réfléchit bien sur les activités qu'il propose, il devrait se construire un petit matériel perso. Pas regretter sans arrêt qu'on n'ait pas d'installation, mais déjà se créer un petit matériel, un petit jeu de, je sais pas, un petit jeu de haies croisillon qui se fabrique lui-même. Euh, Un petit kit pédagogique personnel. un petit kit pédagogique, Mm. oui, des lattes, des choses comme ça, au-delà du matériel qu'on nous propose et qui est institutionnel. Et puis aussi, je pense qu'il faudrait qu'ils s'imprègnent du fait que les classes étant différentes, les élèves étant différents, il faudrait qu'ils adoptent des styles d'enseignement qui soient différents. C'est-à-dire que là, on revient sur les études d'Oscar Moston, par exemple, qui dit que l'enseignant expert, c'est l'enseignant qui est capable d'adapter son style d'enseignant et pas toujours être dans soit du directif, soit du libertaire, j'allais dire, laisser faire, la nature fera son rôle, mais d'être capable d'évoluer. Par contre, avec des rigueurs, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne change pas, on les a décidées ensemble, on ne les change pas. Donc, faire preuve de rigueur, voilà. Et puis peut-être aussi autre chose, c'est communiquer son enthousiasme pour l'activité physique. Je pense qu'on a une très belle profession. Il faut qu'on l'aime et pas qu'on se culpabilise, et puis dire aux élèves, montrer, être une forme d'exemple, quoi. Donc, ça fait très ringard, mais dans la tenue vestimentaire, dans sa tenue à soi, quoi. Montrer que justement, voilà, la pratique physique, c'est aussi une pratique qui peut évoluer vers la santé. Il faut qu'on soit peut-être un peu représentant de ce que ça pourrait être une santé active, quoi. Oui, c'est clair. Bon, Je partage. encore une fois, ça fait donneur de leçons là quand je te dis ça comme ça, mais je le pense vraiment, quoi. Oui, Je le oui, pense vraiment. oui. Je partage ton point de vue. Oui, bon, c'est l'idée à retenir, non? C'est pas, je sais bien que Voilà, oui, là, c'est pas donneur de après leçons. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Très bien. Est-ce que pour finir, tu as un petit cadeau à partager avec les gens qui nous ont suivis là jusqu'au bout de cette interview? moi, j'aurais tendance à dire aux gens, vous n'êtes pas obligé de tout inventer dans toutes les APS, de trouver des solutions originales dans toutes les APS. Aller relire la lecture des articles qui étaient vraiment des articles professionnels dans la revue PS, par exemple, dans lequel vous pouvez aller chercher des articles qui sont quasiment des recettes à mettre en œuvre immédiatement. Des On dit articles qu'on peut faire concrets, la oui. bonne cuisine avec des recettes, avec un livre de recettes. C'est vrai aussi en éducation physique. Il y a plein de gens, il y a plein de collègues fantastiques qui ont écrit, qui ont produit là-dessus. Et les revues professionnelles, je sais qu'elles sont de moins en moins lues. Alors peut-être parce qu'elles ont aussi un peu évolué vers un peu plus de... Elles relatent un petit peu plus les recherches de certains étudiants STAPS, mais il y a
des productions de collègues sur le terrain qui pourraient être adaptées et j'allais dire donner du niaque à nos séances. Oui. Et donc, il faut dire le son maintenant, c'est ça. Oui, c'est mieux. Donc, tu voulais partager un article dont tu nous as parlé tout à l'heure dans l'interview sur la par course exemple, de vitesse de Serge Morte. l'article de Serge Morte, alors je ne sais plus dans quel numéro, j'ai fini par. On mettra les références. On mettra les références en dessous de la vidéo et l'article sera disponible en téléchargement. Sur les courses de vitesse à handicap. Et là, moi, je les ai vus fonctionner, ces séances-là, mais il y a une motivation de la part des élèves qui est fantastique parce que chacun peut gagner. Et moi, je pense vraiment qu'un élève, ça préfère gagner que perdre. Donc, et on est tous pareils, quoi. Je veux dire, au moins, ça débouche sur une forme de réussite, quoi, une forme de réussite. Donc là, c'est un tout petit aménagement, mais ça amène une telle transformation dans la motricité et dans l'attitude des élèves que là, on fait de la vraie formation. Ouais, d'accord. Bon, je te remercie. Il y en a d'autres, des articles, mais celui-là, il est particulièrement intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Michel, pour cette interview et le partage de tes conseils. Je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets. Je sais qu'ils sont nombreux, même si tu es en retraite. On a eu du mal à trouver un créneau là, pour enregistrer cette interview. Donc, je sais que tu es encore très, très actif. Donc, garde encore ton enthousiasme et cette énergie pendant de longues années. Et je te souhaite vraiment une bonne continuation. Je te remercie beaucoup. Et puis, je souhaite plein de courage et plein d'enthousiasme aux collègues qui, soit dit en passant, payent ma pension maintenant. Donc, travaillez bien et faites-vous plaisir. Profites-en. Allez. D'ailleurs, on remercie les collègues qui nous ont suivis aujourd'hui et j'espère que Michel vous a apporté des pistes de réflexion et d'action à tester prochainement avec vos élèves. Donc, prenez bien soin de vous, de vos proches et à bientôt pour une nouvelle interview et le partage de nouvelles ressources. Allez, au revoir. Au revoir.